La parole à Camille. C'est une très brève remarque pour laisser la place à ce qui suit. Remarquez déjà la manière dont la figure d'Arens semble dans les présentations qu'on a eues, à la fois intimidante et inspirante. C'est-à-dire beaucoup de vidéos ont commencé par dire, voilà: «Je ne suis pas, spécialiste de ceci ou de cela, de la pensée d'Hannah Arendt, mais néanmoins, je vais vous dire un certain nombre de choses intéressantes par la suite en s'en inspirant». Et une autre remarque que ces premiers cycles de présentation m'inspiraient justement, c'est la diversité des domaines de l'activité sociale, où, Arendt peut être inspirante, que ce soit le domaine de la justice, de l'éducation bien sûr, de l'ingénierie, du management. Donc j'ai été particulièrement, intéressé par justement cette diversité de géographie d'inspiration, on va dire ça comme ça. Et je laisse sans plus tarder la parole pour la suite des échanges. Pierre aussi voulait intervenir. En quelque sorte, je vais faire écho, d'une certaine manière, aux propos de Camille, dans la mesure où je voulais venir sur un point d'actualité à ce qui me concerne. Nous travaillons avec un groupe de personnes membres d'écoles du service public. Donc, c'est dans le cadre d'un réseau des 40 écoles de service public, qui réunit d'ailleurs des écoles de cadres des trois fonctions publiques, l'État, hospitalière et donc la territoriale. Et nous travaillons sur des thématiques qui interpellent et qui concernent très directement et très quotidiennement tous les cadres de ces fonctions publiques-là. Et en fait, alors j'ai dit que ça fait écho au propos de Camille, dans la mesure où ce que nous avons entendu concernant Hannah Arendt se traduit aussi ou éclaire des problématiques contemporaines pour nous. Alors, je parle d'actualité en ce qui nous concerne, puisque nous préparons un séminaire d'une journée sur une question que nous avons décidé provisoirement en tout cas, de nommer l'imposture institutionnelle. Et ce que nous souhaitons aborder par ce biais-là, c'est la difficulté que les institutions, alors je parle de façon évidemment générique quand je parle d'institutions, on peut parler aussi des organisations plus généralement, mais la difficulté que les institutions mettent, dans lesquelles les institutions mettent les individus qui la constituent. C'est-à-dire, en ce qui concerne les institutions et les administrations françaises, les fonctionnaires, que ce soit les cadres ou les personnes non cadres d'ailleurs. Et quand je parle des cadres à tous les niveaux d'organisation. Et ce que nous souhaitons relever et pointer, c'est ce que communément on traduit par la question des injonctions, pas forcément paradoxales, mais contraires, à minima contraires. Là, il y en a une qui ressort et qui est à l'origine de la question de l'imposture et qui se traduit dans divers domaines au sein de ces institutions. Et donc, c'est celle du soit ceci, mais respecte cela. Alors, pour le dire de façon aussi, en illustrant par la question de la loyauté, c'est reste loyal à l'institution et à ton encadrement, N+2, N+2, N+3, suivant les organisations, reste loyal et dans le même temps, est une posture d'analyse critique ou de comporter, accepte un comportement critique, ose dénoncer le cas échéant. On retrouve ça dans l'injonction au bien-être, par exemple. Soyez bien, soyez bienveillants, ayez de la considération et parallèlement, surtout, il faut faire ce qu'on vous demande de faire. Et quel que soit finalement le bien-être des personnes telles qu'elles le vivent dans leur quotidien professionnel. C'est-à-dire que l'on se trouve confronté, et les personnes, les individus, se trouvent confrontés à ces injonctions-là. Et c'est ce jeu injonctif et ces enjeux d'injonction qui méritent une attention. Alors, ce que je voulais évoquer, c'était le courage qu'il faut à un individu
pour construire une posture qui soit celle de disons de l'analyse critique pratiquement des situations professionnelles qui sont vécues. Il faut du courage aussi pour aller trouver en soi une capacité à dire ce qu'il y a. Non seulement à dire, mais d'abord à voir. Et quand je dis capacité à voir, c'est que les pressions auxquelles sont soumis les individus que nous sommes, les pressions sociales, les pressions environnementales, qu'elles soient humaines, organisationnelles, fonctionnelles, que sais-je, ces pressions-là relèvent de plusieurs ordres. Mais il y a celles dont on a conscience et il y a celles dont on n'a pas conscience, qui sont probablement évidemment les plus efficaces, sinon les plus efficientes. Et ces pressions-là méritent que l'on sache que l'on ait les capacités, en tout cas, ou exigent que l'on ait les capacités de les éclairer. Donc, une forme de lucidité dans le quotidien, et cette forme de lucidité, pratiquement un préalable à l'émergence du courage nécessaire pour pouvoir se poser, pas forcément s'opposer, mais au moins dire ce qui est. Et c'est cette forme de lucidité, par exemple, qui d'ailleurs débouche sur la capacité à prendre la responsabilité d'une position, d'une posture. Cette forme de lucidité, eh bien, nous pouvons en faire du lien, et en tout cas, nous pouvons aller la chercher dans les travaux d'Hannah Arendt. Voilà. C'est en ce sens que je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'écho à la géographie plurielle qu'évoquait Camille. Mais là, je réagissais pas immédiatement aux propos de Camille, mais à ce que nous offre comme capacité de réflexion Hannah Arendt, et pas seulement Hannah Arendt, évidemment. Merci. En écoutant les trois propos d'ailleurs de Jérôme, de Frédéric et de Christelle, je me suis posé la question, est-ce que la bienveillance individuelle d'un manager, est-ce qu'on pourrait dire la bienveillance organisationnelle à travers la mise en place d'espaces d'échange, de discussion, est-ce que ces bienveillances-là suffisent à limiter, voire à pallier les injonctions paradoxales, contradictoires de notre époque? En d'autres termes, je pense que le manager lui-même, dans ses postures managériales et dans son organisation structurelle, a du mal est pris lui-même dans le même étau que les professionnels qui sont avec lui dans l'organisation. Je trouve qu'il y a là une tension qui est vraiment difficile d'un point de vue éthique à assumer, et en essayant de l'assumer personnellement et d'un point de vue organisationnel, je ne suis pas sûr que le problème soit résolu. Alors, je passe la parole à Jean-Emmanuel Maigret qui la voulait. Oui, bonjour, merci Rémi. Alors, vous partagez un état d'esprit, c'est-à-dire que quand j'ai écouté les premières conférences, mon moral a décliné au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a quand même des mots forts comme, ce qui est normal puisque c'est le sujet. On a entendu totalitarisme, terreur, le mal, la violence, et je me suis dit, mais y a-t-il de l'espoir? Voilà. Et comme effectivement, Rémi, on est sur des colloques sur l'éducation, je me suis dit, est-ce que l'éducation peut faire quelque chose, j'allais dire, contre ça, contre ce phénomène? Mais je ne sais pas si c'est la bonne question. Et puis Christelle a parlé de l'éducation à l'éthique. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être alors je dis le mot espoir, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose entre l'éducation, cette éthique, pour, tu parlais de bienveillance, voilà, c'est peut-être aussi dans cette même dynamique, voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'on… Alors après, voilà, je pose la question à l'Assemblée. Le mot éducation, est-ce que l'éducation peut quelque chose pour voilà, contrecarrer, je me répète, et est-ce que c'est une éducation à l'éthique? Voilà. Je vais prendre la parole quelques minutes encore, justement. Et peut-être cela t'ordonnera le moral, ou en tout cas une piste. Est-ce que vous avez entendu parler de Philippe Zimbardo, qui est un psychosociologue américain, enfin un psychologue,
américain qui, en 1971, 70-71, a lancé une expérience d'un simulacre de prison, au sein de laquelle donc, il a proposé à des personnes choisies de façon aléatoire, en tout cas invitées par petites annonces, il a distribué les rôles de gardiens et des rôles de prisonniers à donc des personnes qui sont, comme chacun d'entre nous, et qui très rapidement, pour une expérience qui devait durer 15 jours, qui a été arrêtée au bout de 6 jours ou 7 jours, qui très rapidement ont tellement endossé, tellement bien endossé leur rôle, que c'est devenu extrêmement, ça est devenu une situation extrêmement périlleuse, y compris en termes évidemment de santé mentale et physique, pour moins les gardiens que les prisonniers. Donc, ça a été, cette expérience-là a donné lieu d'ailleurs à 2 films, The Experiment, une version américaine et une version allemande. Et cette expérience-là a donné lieu à une réflexion, bien sûr, sur la puissance, la prégnance de la mise en rôle qui renvoie à ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, qui est celle de la pression sociale et des apprentissages, finalement, des apprentissages sociaux, et de la façon, en fait, ce que la sociologie a mis en avant depuis quasiment les débuts de ces apports. Il se trouve que Zimbardo, et c'est là où intervient, où j'espère pouvoir donner une lueur de lumière, d'espoir, c'est que Zimbardo a entrepris à l'issue de ce travail-là, cette expérience-là, qu'on appelait d'ailleurs l'effet Lucifer ou l'effet Zimbardo, c'était plus banal, mais on l'appelait aussi l'effet Lucifer. Il a entrepris de travailler, de mettre en place un programme dont j'avoue, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais en 2010 ou 2011, il a entrepris un programme qui visait à travailler avec des enfants à l'émergence de ce qu'il a appelé les comportements d'héroïsme, mais donc qui se traduisent par la capacité, le fait d'apprendre à résister à des approches négatives et à dire non à des situations qui mettent l'autre en danger. Voilà. Donc avec une série d'exercices, de travaux, de réflexions, d'activités, disons, qui permettent de développer, entre autres choses, de développer l'empathie, ce qui est une des capacités humaines sur laquelle on peut compter largement pour le développement des choses. Finalement, ce qui se joue dans le champ d'ailleurs de la prégnance sociale relève aussi de l'empathie, quoi qu'il en soit. L'empathie n'est pas en soi une capacité essentiellement positive, elle est une capacité qui peut prendre une forme positive ou négative en fonction du contexte dans lequel on est et en fonction de son histoire aussi, puisque évidemment, ce sont des dimensions qui se jouent sur des critères complexes. Tout est affaire de système, quoi qu'il en soit. Voilà. J'espère donc avoir permis une petite lueur. Pour enfoncer un peu le clou, sur la thématique qui m'est chère, qui est celle du mécanisme du bouc émissaire dans les institutions, nous avons pris le parti d'expliciter le mécanisme à travers les différentes étapes qui le constituent, à travers la construction de la figure du bouc émissaire, de façon à ce que les acteurs d'une institution soient au courant de ce qui se joue et du coup puissent intervenir positivement ou négativement. En d'autres termes, l'éducation à une problématique permet de faire appel, en la comprenant de l'intérieur, d'agir dessus, positivement ou négativement. Alors, je viens à une question qui m'a... Enfin, une question. Philippe, j'ai été gourmandé par quelqu'un dans la discussion suite à ta remarque sur mon lapsus entre banalité et banalisation, qui était une évidence pour toi, mais moi j'ai quand même fait le lapsus. Donc, est-ce que tu pourrais, ça a été dit un petit peu aussi dans une des interventions, mais est-ce que tu pourrais distinguer aisément banalité et banalisation? J'essaye de faire le mieux possible. Bon, banalisation,
on pourrait le tenir comme synonyme de normalisation, hein, et surtout le terme de banalisation, comme ça arrive comme deux des intervenants l'ont dit, raisonner en termes de banalisation du mal, ça pourrait conduire à dédouaner Adolf Eichmann de sa responsabilité, hein. Et c'est ce qu'on a reproché à Hannah Arendt après la sortie de son livre. On lui a reproché de ne pas, comme les autres journalistes, avoir présenté Eichmann comme un monstre, hein, et donc de l'avoir excusé en quelque sorte. Alors c'est ce qui serait associé à l'idée de banalisation du mal. Alors que quand Hannah Arendt utilise le terme de banalité du mal, ce qu'elle veut dire, ça n'est pas une banalisation du mal, elle veut dire que le mal le plus, enfin peut-être, je ne sais pas, le plus monstrueux, c'est ridicule d'être dans des superlatifs là, mais un des pires massacres commis dans l'histoire humaine, hein, a impliqué des actes très ordinaires. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'actes de cruauté très grands aussi, parce qu'on sait bien qu'il y a eu des actes d'une grande cruauté, de torture, etc. Mais ce que montre le cas d'Adolf Eichmann, c'est que un des pires massacres de l'histoire humaine a impliqué des actes très ordinaires, hein. Ce que dit Adolf Eichmann pendant son procès, c'est « mais moi, vous savez, je me suis contenté de faire circuler les trains, hein. » Qu'est-ce qu'il y avait dans ces trains? Des soldats allemands partant pour le front, bon d'accord, mais aussi des juifs déportés en direction des camps de concentration. Ça, à la limite, ce n'était pas son problème, quoi. Il présente les choses comme étant des actes professionnels ordinaires. Et c'est ce que veut dire la banalité du mal, hein. L'expression banalité du mal utilisée par Hannah Arendt, c'est que dans ces régimes totalitaires, on n'a pas besoin d'un déferlement de cruauté pour avoir affaire au mal sous sa forme la pire qui puisse exister. Voilà. Alors, j'ai une autre question qui m'est parvenue par le chat, et c'est peut-être collectif, mais peut-être aussi encore pour Philippe. Il y a une distinction qui a été faite entre autoritaire et totalitaire. Et la question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'il y a un continuum entre autoritaire et totalitaire dans une sorte de gradation du mal en institution? Alors ça, c'est une question qui est plus compliquée pour moi, peut-être. Sur cette question, je veux bien proposer une réponse, hein. Du point de vue politique, ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que pour Hannah Arendt, les régimes totalitaires étaient des régimes qui n'avaient jamais existé, hein. Et dans son esprit, je pense que, donc là j'essaye de formuler la réponse qu'Hannah Arendt ferait à cette question, je pense que la rupture qui met à part les régimes totalitaires par rapport aux autres formes de régimes non démocratiques, la rupture est plus importante que la continuité. Un des traits fondamentaux des régimes totalitaires, c'est la tentative pour supprimer la distinction entre l'espace public et l'espace privé, et pour le dire de façon triviale, pour rentrer dans la tête des gens, hein. Tandis qu'un régime autoritaire, c'était le cas par exemple du régime de Mussolini, que je ne suis pas du tout en train de défendre évidemment, hein, parce que à 5 heures du matin en Italie, entre 39, on pouvait, si quelqu'un frappait à votre porte, vous pouviez être sûr que ce n'était pas le laitier qui apportait les bouteilles de lait, mais que c'était plutôt la police qui venait vous chercher chez vous, hein. Donc, ce n'est pas la question de défendre ce régime, mais néanmoins, ça reste un régime de dictature classique, notamment au sens où cette distinction entre l'espace privé et l'espace public demeure. Voilà ce que je pourrais dire, me semble-t-il, du point de vue d'Hannah Arendt. Ensuite, si on prend la question d'un autre point de vue, par exemple, dans les institutions en général, y a-t-il une gradation entre
entre des actes autoritaires et des actes totalitaires. Moi, je trouve que c'est une question compliquée. Par exemple, je ne serais jamais amené à dire que l'école, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est une organisation totalitaire. Justement, à partir du critère que j'ai indiqué tout à l'heure, les enfants, quand ils sortent de l'école, ils rentrent chez eux. La frontière entre l'espace public et l'espace privé est maintenue. Alors, c'est vrai que l'école est un lieu de contrainte très forte, hein, on ne va pas dire le contraire. Ce n'est pas un lieu de liberté, c'est un lieu de contrainte très forte. Mais de là à aller jusqu'à l'emploi de l'expression espace totalitaire, à mon avis, il y a quand même un fossé. C'est un peu différent sans doute dans la réflexion que la première communication ou la deuxième, pardon, dont nous a parlé Frédéric Faure, pour ces institutions dans lesquelles il y a des adolescents placés, hein, qui sont donc internes, hein, j'imagine, qui n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux le soir. Et là, ils pourraient, la situation qui nous a été exposée d'une équipe entière qui recourt au châtiment corporel, etc., avec une gradation des châtiments physiques, là, on pourrait effectivement considérer qu'on n'est pas très loin d'une organisation totalitaire. Camille, tu voulais réagir sur autoritaire totalitaire dans la lignée de ce que disait Philippe. Oui, il me semble qu'en tout cas au niveau politique, dans la distinction entre autoritaire et totalitaire, il y a vraiment l'idée que le régime autoritaire, c'est celui qui veut soumettre les individus à la volonté au pouvoir, de gré ou de force, et qu'on est prêt à aller assez loin dans la gradation de la force. Alors que dans le régime totalitaire, ce qu'on vise comme idéal, c'est l'adhésion. Et il a des études postérieures à celles d'Arendt sur le totalitarisme ont montré, par exemple, que autant les régimes autoritaires ont toujours eu le souci d'avoir une police politique bien faite et de la renforcer, autant dans les régimes totalitaires, et notamment dans le régime nazi, il y avait l'idée que quand on aurait enfin la société idéologiquement conforme, on pourrait même se passer à la rigueur de police, parce que l'adhésion des gens ferait que la société fonctionnerait de manière intégrée. Donc il y a cette idée qu'au bout d'un moment, l'adhésion remplace la soumission quand même, dans l'idée du totalitarisme, et qu'on peut faire advenir une société parfaite, en fait. Alors que dans l'aspect autoritaire, me semble-t-il, il y a quand même l'idée qu'il y aura toujours des ennemis de l'État et des factieux de manière ou d'une autre, et donc il faudra conserver les moyens d'en user durablement. Merci Camille. Moi, je voudrais peut-être décaler un tout petit peu le propos en constatant que les institutions, d'une manière générale, ont une vocation ou une tendance à devenir totalisantes. Pas forcément totalitaires, mais totalisantes. C'est-à-dire qu'elles ont toutes une tendance, je pense une tendance naturelle, à essayer d'englober l'ensemble des problématiques auxquelles elles sont confrontées d'elles-mêmes. Et donc, en ayant le moins possible recours à l'extérieur, puisque le recours à l'extérieur, c'est au fond dévoiler ce qu'on a à l'intérieur. Et qu'il y aurait quelque chose là de délicat, de difficile, peut-être même d'indicible, dans certains cas, hein, dans l'exemple qui nous a été donné tout à l'heure, et que de ce fait, une institution, y compris éducative, a tendance à développer ses propres médecins scolaires ou médecins éducatifs, ses assistants sociaux, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté, oui, je pense, totalisante, alors on pourrait dire aussi intégrale d'ailleurs, de mise aux normes, de ses propres normes, l'ensemble des acteurs de l'institution. Alors, on m'a fait une remarque dans le chat pendant une des interventions, je crois que c'était celle de Philippe d'ailleurs au départ, lorsqu'il a évoqué le nombre de cadavres, et on me demandait est-ce qu'on peut penser de façon analogique le nombre de cadavres, donc des morts réelles, avec des morts symboliques dans les institutions, à savoir quand on nie la place
des individus dans l'institution. Alors ça, c'est une question qui, je pense, est délicate, parce que comparer la mort réelle à des morts symboliques, mais c'est vrai que lorsqu'on étudie les institutions de l'intérieur, on s'aperçoit qu'il est très facile, entre guillemets, de tuer quelqu'un en institution, en ne lui donnant pas la place soit d'usager, soit de professionnel, en ne lui donnant pas la parole, en ne lui donnant pas les espaces qui lui sont réservés. Et donc, en d'autres termes, dans une institution éducative, on pourrait considérer que tout ce qui empêche l'éducateur d'éduquer et tout ce qui empêche le jeune d'être éduqué fait partie de cette mort symbolique dans l'institution. On m'a aussi interrogé sur la question des tabous en institution, c'est-à-dire qu'il était question de l'indicible, les violences indicibles. Alors, peut-être je nous interroge collectivement, mais est-ce qu'on pourrait comparer l'enfermement dans le pathos duquel Hannah Arendt essaie de nous sortir, avec ce qui est de l'ordre du tabou, de quelque chose de cet ordre-là? C'est compliqué cette question. Moi, si je peux me permettre, tout à l'heure je parlais de ce pathos, une expression utilisée par Hannah Arendt dans la page que j'ai lue, c'est l'idée de l'horreur sans voix, hein, c'est-à-dire de la perte de voix. Et donc, il y a plutôt l'idée d'un traumatisme psychologique, d'une violence psychologique au sens d'une expérience traumatisante, hein. Ce que l'on apprend, on n'y croit pas. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'en parler, hein, mais c'est que on n'a pas les mots pour le dire, en fait, hein. Voilà, je me permets de proposer cette distinction qui conduirait plutôt à ne pas assimiler cette expérience traumatique avec une forme de tabou. Mais peut-être, je suis tout à fait prêt à reconnaître que je n'ai pas suffisamment réfléchi à la question. Quelques secondes juste. Pour insister sur et ça d'une certaine manière Rémi en a parlé en évoquant le travail qui se fait dans l'analyse des situations en institution par le prisme du bouc émissaire. La question de la prise de conscience et de la conscientisation des situations par les individus. Et s'il y a des pratiques à envisager pour pouvoir donc prévenir et à minima lutter, faire face à des risques de trop grande pression, sous quelque forme qu'elle soit, c'est le travail éducatif, mais aussi alors l'éducatif auprès des jeunes et l'éducatif donc par la formation, auprès des adultes. Donc, travail de conscientisation et de mise en lucidité au regard de l'environnement dans lequel on évolue. Voilà, c'est simplement ce que je voulais évoquer. Merci Pierre. Et d'ailleurs, dans la continuité, j'ai assisté il y a peu de temps à une session très enrichissante sur les entretiens d'explicitation relatifs justement à ce que tu évoques et qui, évidemment, parmi de multiples techniques, peut aider à conscientiser des éléments traumatiques et les dépasser.